Bonjour, nous sommes vendredi 10 avril. Allez, aujourd'hui, ce sont les vacances. Bon, quand même un petit cours de français avant ça. Alors, j'avais écrit sur Pronote que je vous présenterai les fabliaux du Moyen Âge aujourd'hui. Donc, normalement, c'est ce livre-là que vous auriez dû ou pu acheter au début de l'année si vous avez acheté tous les livres d'un coup. En tout cas, il était dans la liste. Mais je me doute bien que forcément, vous n'êtes pas censé acheter tout d'un coup forcément. Donc, je ne sais pas qui l'a ou qui ne l'a pas, mais je voulais vous le présenter. Donc, voilà, c'est l'édition qui est rose parce qu'il existe beaucoup d'autres éditions. J'ai choisi l'édition Magnard, parce que certaines éditions conservent, tous les gros mots qu'on disait au Moyen Âge. Donc, voilà, elles sont peut-être pas toutes, à mettre, dans vos mains. Donc, je ferai un petit sondage pour savoir qui a le livre et qui ne l'a pas, parce que je ne pourrais pas là trouver tous les fabliaux, il y en a 12, c'est plus long que des contes. Donc on verra un petit peu après les vacances comment on fait pour l'étude de ce livre-là. En tout cas, ceux qui l'ont, voilà, c'est bien celui-ci qui est en rose, que je voulais vous présenter. Et puis ceux qui ne l'ont pas, soit vous essayez de vous le procurer, si c'est possible encore, en vente par correspondance, ou alors, tant pis, on fera différemment. Ensuite, donc nous corrigeons notre dictée. Alors, hop, j'agrandis la page, voilà. Donc, on va pointer ensemble les fautes possibles et les fautes qui coûtent cher. Jeannot et Margot donc, se promènent, ENT. Ça, c'est une faute potentiellement à 1 point de grammaire, donc une faute entre guillemets grave. Ils sont à la recherche de bois, ça pas de souci. Margot s'est penchée. Alors, je vais mettre les homophones en bleu. Voilà un premier homophone. Penché, attention, il fallait bien faire l'accord. Hop, parce que on a un auxiliaire être qui est ici, voilà. Et donc c'est le sujet est féminin, donc on accorde le participe passé penché avec le sujet. À ramasser, en revanche, attention, pas d'accord ici parce que c'est l'auxiliaire avoir qui se trouve devant ce participe passé, donc aucun accord, sauf s'il y a un COD placé devant, et ça n'est pas le cas. Beaucoup de branches, attention, on n'oublie pas le S à branche puisqu'on dit qu'il y en a beaucoup. Celle-là, alors là on a un autre homophone possible. C'est là qu'elle aperçoit une drôle de maison, pas de souci là-dedans. Est-ce que ça serait celle de la sorcière? Alors ça, je ne sais pas comment vous l'avez écrit, hein, c'est donc CC dit A. Là, pas de difficulté. Alors, mon premier conditionnel ici. Voilà, donc vous avez vu le titre de la dictée, c'est aussi le conditionnel et l'impératif. Enfin, j'aurais pu mettre le présent du conditionnel et de l'impératif, ou le conditionnel et l'impératif présent, comme on veut. Donc voilà mon premier conditionnel. Son frère se dit, alors un se ici, qu'il ne fallait pas confondre avec l'homophone CE, que si c'était le cas, il aurait donc un nouveau conditionnel ici, qu'on va mettre donc en rouge, il aurait intérêt à déguerpir. Donc ici, je ne vous avais fait aucune liaison hein, sur le T. Il aurait intérêt il aurait intérêt à déguerpir. On a deux liaisons avec deux T à la suite. Donc intérêt, ça se finit aussi par un T. Voilà, évite, pas de souci. Ah oui, on a le A avec accent ici, à ne pas confondre avec le verbe avoir. Alors, pause, c'est de l'impératif. Comme c'est un verbe qui se termine par un E, je ne mettrai pas de S. En revanche, ici, il y en a un. Ici, dépêche-toi, il n'y en a pas, toujours verbe du premier groupe. Je te guiderai sans peine. Ah, ça, c'était mon piège de la dictée. Attention, c'était pas du conditionnel. Cette fois-ci, c'est bien du présent. Pardon, du futur. Hein. Si on transpose, tu me guideras sans peine. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc on a bien ici un futur, donc sans le S. Ici, c'est toujours de l'impératif présent. Par contre, là, voilà, comme j'aimerais être à la maison, alors je n'avais pas fait la liaison. Ah mais d'ailleurs, attendez, est-ce que je vous ai dicté où était le déjà? Ah ben je ne sais plus si je vous ai dicté, j'ai pas pris ma feuille. Comme j'aimerais déjà être à la maison ou comme j'aimerais être déjà à la maison. Bref, si j'ai mis le déjà ici, de toute façon il n'y a pas de liaison à faire, mais si j'ai mis le être devant, au conditionnel, bien sûr, on entendrait une liaison comme j'aimerais être à la maison. Voilà, on a un A ici à ne pas confondre avec le verbe avoir. Et puis un nouveau conditionnel ici. Ah oui, d'abord un homophone là. Hop.
et un conditionnel ici. Voilà, donc on a pointé, il me semble, tous les passages compliqués, avec donc, ici, en fait, si vous êtes trompé à l'un de ces mots en rouge ou en bleu, c'est un point à chaque fois. Sachant que la dictée n'est pas très longue, hein, donc j'espère que votre score ne va pas descendre très bas. Voilà pour la dictée. Alors, on n'a pas répondu à la question du jour. La question du jour, c'était comment dit-on sésame ouvre-toi en arabe? Eh bien, on dit iftar ya semsem. Alors, ça dépend un petit peu. Vous avez trouvé des aftar ou ya samsem. Bon, vous savez que les voyelles en arabe ne sont pas écrites, pardon. Donc, on les prononce à l'oreille. Quand on parle arabe, voilà, on sait très bien ce qu'on doit mettre. Donc, quand on code en français avec un A, la lettre arabe, en général, c'est pas vraiment notre A à nous, parce qu'il y a plusieurs A. Il y a des A plus ou moins fermés, et même des A qui ressemblent à des I. Ensuite, l'arabe, c'est une langue qui est très répandue, donc on la prononce parfois un petit peu différemment selon les régions où l'on se trouve. En tout cas, sésame, ça vient bien de semsem, et on n'a pas de mal à imaginer la parenté des deux mots, hein. C'est semsem qui a donné sésame, on a presque le même son en français. Donc voilà, essayez de faire Eftaria Semsem devant une grotte, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça va s'ouvrir. Alors justement, à propos de contes, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut lire un conte de façon expressive. Donc je vous avais dit dans Pronote pour aujourd'hui, voilà, comment lire un conte de façon expressive. Et puis, présentation des fabliaux, ça c'est fait, c'était rapide. Alors, comment lire un conte de façon expressive? Eh bien, je vous explique le projet. Là, vous allez écrire des petites rédactions à la maison, vous allez prendre les vacances tranquillement, même un peu plus s'il vous faut un peu plus, et après les vacances, on va se lancer dans un projet oral. Normalement, vous auriez dû, vous raconter des histoires les uns aux autres, en classe pour travailler l'oral et là, évidemment, ça va pas être possible. Je vais quand même essayer de vous proposer cette activité. Ce sera bien entendu une activité, complètement facultative parce qu'elle est très liée à votre équipement, informatique. Je vais vous proposer de lire à haute voix votre propre conte, celui que vous aurez écrit, donc après ma correction, bien sûr. De le lire, pourquoi pas, à plusieurs voix, c'est-à-dire si vous voulez faire partager, et participer votre famille à la lecture du conte, ça peut être, très rigolo. Si vous avez besoin d'un personnage à grosse voix, eh bien d'aller chercher, un papa, qui est dans le coin, ou un grand frère. Voilà, donc le but, c'est qu'on puisse se faire plaisir, que ça puisse être un moment partagé. Donc si, vous abordez la chose en vous disant: «Oh non, pitié, ça va être horrible, j'ai pas envie de le faire», ne le faites pas. C'est vraiment pour ceux qui ont, envie et à qui, ça peut faire plaisir de lire son conte. Donc bien sûr, ensuite, je vais récolter vos fichiers, audio, donc on verra un petit peu quels sont les formats et puis je les mettrai dans le drive pour qu'on puisse, les écouter les uns les autres. Donc là, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais lire un conte, et comme ça, vous allez avoir une idée de ce que j'appelle une lecture expressive. Donc vous allez voir, hein, je vais bafouiller, c'est inévitable, surtout que là, je vais vous lire une bonne vingtaine de pages, donc beaucoup plus que ce que vous allez lire vous et c'est pas grave. Voilà, on va pas se réenregistrer, à chaque fois qu'on fait une petite erreur de prononciation ou quoi. On relit la phrase et puis c'est tout, d'accord? Donc je ne vous demande pas un enregistrement parfait, je vous demande justement de vous faire plaisir, soit à raconter le conte donc que vous avez écrit vous, soit pourquoi pas à lire un de vos contes préférés. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, je vais lire avec vous un de mes contes préférés. Voilà. Coucou, voilà, j'ai décidé de me filmer. Évidemment, je vous demande des fichiers audio, hein, pas des fichiers vidéo, sauf si vous avez envie, mais c'est vraiment en option. Donc, je vous lis Émilian le fainéant, voilà, qui est dans les contes d'Afanassieff. Je ne sais pas si vous voyez le titre. Hop, voilà. C'est parti. Il y avait dans un village un moudjik qui avait 3 fils. Un moudjik, c'est donc un paysan. Les 2 premiers étaient malins, mais le troisième ne l'était vraiment pas. Il s'appelait Émélian. Le père vécut très vieux, et parvenu au terme de sa vie, il appela ses fils et leur dit: Mes chers enfants, je sens que je vais bientôt vous quitter. Je vous laisse ma maison, mon bétail, vous les partagerez équitablement. Je vous laisse aussi à chacun 100 roubles. En effet, peu de temps après, il mourut, et ses enfants, après l'avoir enterré comme il convient, vécurent dans l'aisance. L'aisance, c'est-à-dire aucun problème d'argent. Un jour,
les frères d'Émélian décidèrent de partir en ville, faire du commerce avec les 300 roubles que leur avait légués leur père, et ils dirent à Émélian le fainéant: Écoute, l'idiot, nous allons à la ville. Nous prenons notre argent, mais nous emportons aussi le tien, tes 100 roubles. Quand nous aurons fait nos affaires, nous partagerons le profit et nous t'achèterons un cafetan rouge, un chapeau rouge et des bottes rouges. Mais pour mériter tout cela, tu dois rester à la maison avec nos femmes, tes belles sœurs, et faire ce qu'elles te demandent de faire. Fais-le de ton mieux. Le bon Arien avait très envie du cafetan rouge, du chapeau rouge et des bottes rouges. Alors il leur promit de faire tout ce qu'on lui demanderait. Et c'est ainsi que les frères partirent commercer en ville et qu'il demeura au village avec ses belles sœurs. Bientôt l'hiver s'installa. Un jour qu'il gelait à pierre fendre, ses belles sœurs demandèrent à Émilian d'aller chercher de l'eau. Mais le fainéant couché sur le poêle de Lisba leur répondit. Alors le poêle de Lisba, voilà le poêle de Lisba. C'est donc un poêle comme on connaît nous, mais beaucoup plus gros, qui ressemble à une cheminée complète, qui va chauffer toute la maison. Donc Lisba, c'est un petit peu comme une cabane en bois. Et donc Émilian, il est carrément au-dessus. Donc je reprends. Mais le fainéant couché sur le poêle de Lisba leur répondit. Ouais. Et vous alors? Les belles sœurs se fâchèrent. Quoi? Et nous alors? Tu vois bien le froid qu'il fait. Il faut être un homme pour sortir par ce gel. Mais Émilian restait là à dire. J'ai pas envie. Ses belles sœurs crièrent de plus belle. Comment ça, t'as pas envie? Et tout à l'heure, tu auras faim, non? Il n'y aura pas d'eau, rien pour ta soupe. Et elles ajoutèrent. Bon, de toute façon, nous dirons à nos maris à leur retour, même s'ils t'ont acheté un cafetan rouge, un chapeau rouge et des bottes rouges, eh bien, de ne pas te les donner. Émilian le fainéant désirait tant le cafetan rouge et le chapeau rouge qu'à ces mots il décida d'agir. Il descendit du poêle, se chaussa, enfila son manteau. Une fois habillé, il prit des seaux, une hache, partit à la rivière, très proche en vérité du village. Comme elle était recouverte de glace, Émilian l'attaqua à la hache et il y donna de grands coups pour creuser un trou et l'élargit le plus possible. Puis il plongea les seaux dans la rivière, les remplit et les posa sur la glace. Émilian restait là, debout, près du trou, à regarder l'eau, et c'est alors qu'il vit un énorme brochet remonter vers la surface. C'est donc un poisson, un brochet. Tout paresseux qu'il était, il eut cependant envie du poisson. Il s'approcha du bord en se demandant comment faire. Il s'accroupit tout près de l'eau et réussit à l'attraper à main nue. Il le tira hors de l'eau et le cala sur son ventre pour rentrer à la maison. Mais soudain, le brochet s'adressa à lui. Que fais-tu, le fainéant? À quoi ça sert de m'avoir attrapé? À quoi ça me sert? Je vais te rapporter à la maison et demander à mes belles sœurs de te faire cuire. Non, je t'en prie, ne m'emporte pas chez toi, rejette-moi à l'eau et en échange je ferai de toi un homme riche. Mais Émilian ne le croyait pas et voulait rentrer. Le brochet, voyant que le bon Arien ne le relâchait pas, lui dit « Écoute le fainéant, si tu me remets à l'eau, voilà ce que je ferai pour toi. Dès que tu exprimeras un souhait, tout se réalisera selon ton désir. » Comme Émilian était vraiment très paresseux, la proposition du brochet lui plut beaucoup. Si le brochet fait tout ce que je souhaite et si tout s'exécute tout seul, je ne travaillerai plus jamais, se dit Émilian, et il répondit au brochet. Si tu fais ce que tu as promis, je te relâche. Rejette-moi à l'eau d'abord, ensuite j'exécuterai ma promesse, dit le poisson. Mais Émilian insista pour que le brochet commence par tenir sa promesse et ensuite il le libérerait. Le brochet, voyant combien le jeune homme était résolu, pour pas dire têtu, lui dit « Si tu veux savoir comment faire pour que tes désirs se réalisent, dis-moi tout de suite ce que tu veux. » Alors le fainéant répondit « Je veux que mes seaux pleins grimpent tout seuls la côte qui monte au village. » Pas une goutte ne sera perdue, mais retiens bien les paroles que je vais prononcer. Écoute. Sur l'ordre du brochet et à ma demande, saut, montez sur la colline. Émilian le fainéant répéta après lui. Sur l'ordre du brochet et à ma demande, saut, montez la colline. Aussitôt, les sauts se mirent à monter la côte. Émilian n'en revenait pas, et après être resté bouche bée un bon moment, il demanda au brochet. « Tu seras toujours comme ça? » Oui, tous tes désirs se réaliseront comme celui-ci, à condition de prononcer les paroles que je t'ai apprises. Émilian rejeta le brochet à l'eau et suivit ses seaux qui avançaient tout seuls.
Les voisins sortaient les uns après les autres sur le seuil de leur porte et faisaient leurs commentaires en regardant ce spectacle. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, notre Émilion? Les seaux d'eau marchent devant et lui derrière. Hé, le bon à rien, comment tu t'y prends? Mais Émilion ne leur dit rien du tout. Ils arrivèrent devant la maison, les seaux entrèrent dans l'isba et s'installèrent sur le banc. Quant au fainéant, il retrouva sa place préférée, sur le poêle. Quelques jours plus tard, ses belles-sœurs lui demandèrent à nouveau un service. Émilian, au lieu de rester couché là à longueur de journée, tu ferais mieux d'aller fendre du bois. Mais vous alors? Quoi? Et nous alors? L'hiver est rude. Si tu ne fais pas provision de bois, tu auras froid. J'ai pas envie. Tu n'as pas envie, mais tu auras froid. Tu gèleras même. Et nous dirons à nos maris de ne pas te donner le caftan rouge, le chapeau rouge et les bottes rouges qu'ils t'auront achetées. Comme Émilian mourait d'envie, il fallait obéir. Mais la paresse était plus forte et il resta couché sur le poêle. Bien décidé à ne pas bouger, il prononça la formule du brochet à voix très basse. Sur l'ordre du brochet et à ma demande, va, ma hache, va fondre du bois et toi, bois coupé, entre dans l'isba et range-toi à côté du poêle. La hache sortit d'on ne sait où, sauta dans la cour, se mit à couper du bois, les bûches vinrent toutes seules dans l'isba s'aligner à côté du poêle. Les belles-sœurs du jeune fainéant restaient sans voix devant ces prodiges qui se poursuivirent quelques jours. La hache faisait son office, les bûches venaient se ranger et le bois s'empilait. Au bout de quelque temps, elles demandèrent de nouveau au jeune fainéant. « Émilion, notre bois s'épuise, il faut maintenant que tu ailles dans la forêt pour en rapporter. » Comme d'habitude, le bon à rien leur dit. « Mais vous alors ?»« Quoi et nous alors? La forêt est loin, c'est l'hiver, sans bois nous mourrons de froid. Prends garde, si tu n'y vas pas, adieu, cafetan rouge, bottes rouges et chapeau. » Émilion brûlait d'avoir ses cadeaux, il se résigna à aller dans la forêt. Il descendit du poêle, mit ses chaussures, enfila son manteau. Une fois habillé, il sortit de la cour, il prit une corde et une hache et tira le traîneau du hangar. Il s'assit dedans et demanda à ses belles-sœurs d'ouvrir le portail. Les belles-sœurs, le voyant installé dans son traîneau qu'il n'avait pas même attelé, un cheval, lui dirent « Émilion, mais que fais-tu dans le traîneau? Tu n'as pas attelé le cheval. » Il répondit qu'il avait simplement besoin qu'on lui ouvre le portail. Les belles-sœurs s'exécutèrent et le fainéant, assis au fond de son traîneau, murmura « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, va, traîneau, mène-moi dans la forêt. » À ces paroles, le traîneau s'ébranla, sortit de la cour et les villageois stupéfaits virent passer devant leur fenêtre Émilian dans son traîneau, sans cheval, et à toute vitesse encore. Tiré par 2 chevaux, il n'aurait pas été plus vite. Or, pour se rendre dans la forêt, il fallait traverser la ville. Émilian ne savait pas qu'il fallait crier pour mettre les gens en garde et qu'il s'écarte de la route au passage des traîneaux. Il poursuivit sa course rapide en renversant plus d'un passant. Les habitants en colère essayèrent bien de le rattraper, mais en vain. Il filait trop vite. À la sortie de la ville, le fainéant se dirigea vers la forêt et l'atteignit rapidement. Il descendit du traîneau et ordonna « Sur ordre du brochet et à ma demande, hache, fend le bois et vous les branches, alignez-vous dans le traîneau et liez-vous en beau fagot. » À peine avait-il prononcé la formule que la hache se mit à l'ouvrage, les branches s'alignèrent et la corde les lia. Émilian empila du bois en quantité, puis il ordonna à la hache, pour finir, de lui tailler un solide gourdin de chêne. Un gourdin, donc une grosse massue. Il grimpa dans le traîneau et dit « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, rentre à la maison, traîneau. » Il partit sur le champ à toute vitesse. Mais quand il approcha de la ville où il avait renversé les passants, il vit qu'il était attendu et qu'on lui avait tendu un piège. Les habitants se saisirent de lui à son passage, on le sortit de son traîneau pour le rosser de belle façon. Le rosser, c'est-à-dire le battre. Émilian, tiraillé en tous sens, chuchota « Sur l'ordre du brochet, à ma demande, gourdin de chêne, brise-leur les membres. » Le gourdin exécuta sa besogne, les gens s'enfuirent à toutes jambes et le fainéant put rentrer chez lui, son gourdin de chêne le suivant de près. Une fois arrivé, il remonta sur son poêle. À la ville, on ne parlait plus que de lui. Pas tant parce qu'il avait écrasé des gens, mais parce qu'il circulait dans un traîneau sans cheval. Les rumeurs parvinrent au tsar, qui, intrigué, envoya un officier escorté de quelques soldats pour faire venir le fainéant au palais. Le tsar, donc, c'est l'empereur de Russie. L'officier du tsar prit la route qu'Émilian venait d'emprunter à l'entrée du village
et il fit appeler le staroste. Le staroste, c'est comme le maire de la ville. Il fit appeler le staroste et lui expliqua. Je suis ici sur l'ordre du tsar. Il m'envoie chercher votre Émilion, je dois lui amener. Le staroste lui indiqua la maison où il le trouverait, et l'officier entra dans l'isba et s'écria « Où est le fainéant ?» Émilian, couché sur le poêle, demanda « Que lui veux-tu » ? Comment, qu'est-ce que je lui veux Habille-toi, au plus vite, je dois te conduire devant le tsar. Moi, je n'ai rien à faire là-bas. L'officier se fâcha et comme il trouvait ses paroles offensantes, il le gifla. Le jeune bon harien, furieux, dit tout bas à son gourdin « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, va leur frotter les bras et les jambes. » L'officier et les soldats qui l'accompagnaient déguerpirent rapidement et retournèrent en ville, rapporter au tsar que l'idiot les avait rossés. Le tsar était étonné d'une telle résistance. Il choisit alors un homme réputé pour son intelligence et l'envoya au village avec l'ordre d'en ramener Émilion à tout prix, y compris par la ruse. L'émissaire du tsar arriva au village, fit appeler le staroste et lui demanda de faire venir des gens qui connaissaient bien le fainéant. Le staroste alla chercher les belles-sœurs et l'envoyé du tsar les interrogea. « Qu'est-ce qui plaît à votre fainéant ?»« Il aime surtout qu'on lui demande plusieurs fois de faire les choses. Il refuse toujours la première fois, la deuxième fois, mais accepte la troisième. Cela dit, il ne faut pas le brusquer, il déteste qu'on emploie la force. » L'émissaire du tsar les renvoya chez elle en les priant de ne pas parler de leur rencontre à Émilion. Il alla acheter des raisins secs et des pruneaux et se rendit chez le fainéant. Entré dans l'isba, il se dirigea vers le poêle et dit « Émilion, viens avec moi, on va aller voir le tsar ensemble. »« Oh, j'ai bien chaud ici, » répondit le fainéant. « S'il te plaît, Émilion, allons-y, là-bas aussi tu seras bien. »« J'ai pas envie. » Alors l'envoyé du tsar le supplia gentiment. « S'il te plaît, viens avec moi. Le tsar là-bas a déjà commandé pour toi un cafetan rouge, un chapeau et des bottes rouges. » Ah, Émilion ne se fit plus prier et s'écria « Vas-y, je te suis. » L'envoyé du tsar n'insista pas et demanda en catimini aux belles-sœurs « Vous êtes sûres qu'il va venir? Il ne fait pas une blague ?» Elles assurèrent qu'il irait. L'envoyé fit demi-tour, tandis qu'Émilion continuait de se prélasser sur son poêle et disait « Oh, comme j'ai pas envie d'aller voir ce tsar. Pourtant il le faut. » Puis il ajouta « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, poêle fonce en ville. » L'isba tout entière se mit à trembler, le poêle en sortit en trombe et personne n'aurait pu l'arrêter dans sa course. Il rattrapa sur la route l'envoyé qui était venu le chercher et il arriva en même temps que lui au palais. On annonça au tsar qu'Émilion le fainéant arrivait au palais. Le souverain sortit avec tous ses ministres, curieux de le voir de plus près, et ne dit mot en le voyant sur son poêle. Puis il lui demanda « Qu'est-ce qui… » Ah, pardon, le ton du tsar. « Qu'est-ce qui t'a pris de renverser tous ces gens quand tu es allé chercher du bois en forêt ?»« Quelle est ma faute ? Mais pourquoi ne se sont-ils pas écartés ?» À cet instant, la fille du tsar apparut à une fenêtre et observa son père et le fainéant qui parlaient ensemble. Émilion regardait justement de ce côté. Et la voyant si belle, il dit tout bas « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, que cette belle jeune fille tombe amoureuse de moi. Et maintenant, poêle, rentre à la maison. » Le poêle obéit et elle a retrouvé sa place dans l'isba. Et alors le tsar, il doit pas être très content. Émilion reprit sa petite vie tranquille. Mais il en était autrement au palais du tsar, car la fille du tsar, qui était tombée amoureuse d'Émilion le fainéant, demanda à son père de le lui donner comme époux. Le tsar se fâcha très fort, d'autant qu'il n'avait pas abandonné l'idée de jeter Émilion en prison pour le punir de son insolence. Sur les conseils de ses ministres, il finit par renvoyer au village l'officier qui n'avait pas su ramener Émilion, le premier. Le tsar le convoqua et lui confia la même mission. « Écoute, mon ami, je t'ai déjà envoyé une fois chercher le fainéant et tu ne me l'as pas ramené. Je te donne une seconde chance. Si tu réussis, tu auras une belle récompense. » L'officier se mit immédiatement en route et alla au village trouver le staroste. « Tiens, voilà de l'argent. Achète de quoi inviter Émilion à déjeuner demain chez toi. Reçois-le bien, fais-le boire jusqu'à ce qu'il soit ivre et qu'il soit obligé de se coucher. » Le staroste n'avait plus qu'à obéir aux ordres du tsar. Il acheta tout ce qu'il fallait et, comme convenu, invita le fainéant. Émilion fit dire qu'il viendrait et l'officier l'attendit, fort satisfait. Le lendemain, le staroste fit boire Émilion et le fit boire encore
et le fit boire encore et encore jusqu'à ce qu'il soit bien ivre et qu'il aille se coucher sous la table. Il s'endormit à point fermé. L'officier le fit alors attacher et transporter dans une calèche en ville. Les ministres prévinrent leur souverain que le fainéant était arrivé au palais. Le tsar fit faire un tonneau cerclé de fer et ordonna qu'on y mette sa fille et Émélian le fainéant. On goudronna le tonneau pour le lancer à la mer. Après avoir vérifié que son ordre avait été exécuté, le tsar rentra dans son palais. Donc il envoie sa fille avec Émélian dans un tonneau dans la mer. Vous avez bien entendu. Le tonneau jeté à l'eau vogua quelques heures au gré des vagues. Le fainéant dormait toujours. Il se réveilla dans le noir et se demanda à haute voix « Où suis-je » car il pensait être seul. La princesse entendit qu'il s'était réveillé et lui dit « Émélian, tu es dans un tonneau. J'y ai été emprisonnée en même temps que toi. » Très zen, la princesse. « Mais qui es-tu » ? « Je suis la fille du tsar. » Elle lui raconta ce qui s'était passé, puis elle le pria de la faire sortir au plus vite de ce tonneau. Mais il répondit « Bah, moi j'ai bien chaud ici, moi. »« Fais-moi plaisir, aie pitié de mes larmes, délivre-nous de cette prison de tonneau. »« Moi, j'ai pas envie. » À nouveau, la princesse le supplia de faire quelque chose. « Fais-moi plaisir, Émélian, délivre-moi de ce tonneau, ne me donne pas à la mort. » Le jeune fainéant fut touché de sa prière et de ses larmes. « Bon, c'est bien pour toi, hein. » Puis il murmura « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, mère, rejette le tonneau où nous nous trouvons. Rejette le tonneau où nous nous trouvons sur la rive, au sec, le plus près possible de notre pays. Et toi, tonneau, quand tu toucheras terre, ouvre-toi. » Aussitôt ces paroles prononcées, la mer s'agita, et bientôt les hautes vagues rejetèrent le tonneau au sec, sur la rive, et il s'ouvrit. Émélian se releva et mit pied à terre avec la princesse. Ils avaient débarqué sur une île magnifique plantée de nombreux arbres aux fruits juteux et colorés. La princesse, émerveillée, demanda « Émélian, où allons-nous habiter ? Il n'y a même pas une hutte. » Le fainéant lui dit « Bon, t'en demandes vraiment beaucoup. »« Émélian, je t'en prie, fais-moi plaisir. Construis une petite maison, simplement pour que nous puissions nous abriter de la pluie. » La princesse savait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais le fainéant rechigna, comme d'habitude. « J'ai pas envie. » Elle supplia Émélian une troisième fois avant qu'il ne se décide à agir, attendri. Il s'éloigna un peu et murmura « Sur l'ordre du brochet et à ma demande, qu'un palais surgisse au milieu de cette île plus beau que celui du tsar, qu'un pont de cristal relie les deux palais, que des gens de toutes sortes y vivent. » En une minute, un immense palais apparut, ainsi qu'un pont de cristal. Émélian entra dans le palais avec la princesse et il découvrit dans toutes les pièces une multitude de riches objets et des gens de toutes conditions, serviteurs et nobles personnes, qui attendaient ses ordres. Émélian le fainéant leur trouva bonne allure et se dit qu'il était le seul à être laid et bête. Il eut envie de devenir autre. Alors il demanda doucement, sur ordre du brochet et à ma demande, que je devienne un jeune homme à nul autre pareil et vraiment intelligent. À l'étonnement de tous, un instant suffit pour qu'Émélian brille de beauté et d'intelligence. Alors Émélian envoya un serviteur trouver le tsar pour l'inviter chez lui avec tous ses ministres. Le messager d'Émélian emprunta le pont de cristal que son maître avait fait construire, et quand il arriva de l'autre côté, les ministres le menèrent devant le tsar. « Votre seigneurie, je viens de la part de mon maître vous prier humblement d'honorer son dîner de votre présence. »« Qui est ton maître ?» Le messager d'Émélian répondit selon les ordres qu'il avait reçus. « Je ne peux rien vous révéler, il le fera lui-même pendant le dîner. » Le tsar, curieux de savoir qui l'avait envoyé chercher, accepta l'invitation. Il se prépara à suivre le serviteur avec tous ses ministres. Celui-ci courut annoncer à Émélian la venue du tsar et des princes qui déjà traversaient le pont de cristal. Émélian vint à la rencontre du tsar, il lui prit ses blanches mains, le baisa sur ses lèvres sucrées, le conduisit aimablement dans son palais de pierre blanche. Il le fit asseoir à sa table de chêne recouverte de nappes brodées et il lui fit goûter des mets délicieux et lui servit de l'hydromel. Donc vous n'avez pas rêvé, il s'embrasse sur la bouche, c'est une coutume russe qu'on n'a pas chez nous. Et donc il lui sert des mets délicieux, c'est-à-dire des plats délicieux. Le tsar et les ministres buvaient, mangèrent, riaient, puis ils se levèrent de table et visitèrent le palais. Le maître des lieux demanda au tsar « Gracieux seigneur, ne me reconnaissez-vous pas »
Émilian portait un habit magnifique, son visage rayonnait de beauté, il était bien difficile de voir en lui le fainéant. Et quand le tsar lui répondit qu'il ne le connaissait pas, Émilian lui dit: vous souvenez-vous, votre majesté, de ce fainéant venu sur un poêle dans votre palais et que vous avez jeté à la mer dans un tonneau avec votre fille? Regardez-moi attentivement et vous le reconnaîtrez. Je suis Émilian le fainéant. Lorsque le tsar le reconnut, il ne sut plus que dire ni que faire, effrayé soudain des ordres qu'il avait donnés jadis. Émilian envoya chercher la princesse et la conduisit devant son père. Le tsar se réjouit de la revoir et dit à Émilian: j'ai vraiment des torts envers toi. Je te donne ma fille pour épouse. Le jeune homme s'attendait à ces paroles. Il remercia humblement le tsar et comme tout était déjà prêt pour la noce, on la célébra le jour même et la cérémonie fut somptueuse. Le lendemain, on fit un grand festin pour tous les ministres et les princes et pour le peuple. On installa à tous les coins de rue des cuves remplies de boissons. Quand les festivités cessèrent, le tsar proposa son royaume à Émilian. Mais celui-ci refusa. Le tsar rentra dans son palais et Émilian, le fainéant, rentra dans le sien. Et ils y vécurent heureux. Voilà, donc c'est la fin du conte. Évidemment, je ne vous demande donc pas de raconter quelque chose, de lire quelque chose d'aussi long, mais c'était un plaisir pour moi aujourd'hui de vous faire partager celui-là. Bonnes vacances! À bientôt!